Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. C'est sympa. Je fais partie depuis toujours de 3 associations. Je suis même fondateur de la SFEPM, un des fondateurs de la SFEPM. Et donc, j'ai une certaine expérience en matière de médiation de faune sauvage. Comme vous, je suis sujet à l'anxiété écologique, de plus en plus, compte tenu de la situation de la planète. Et aujourd'hui, quand j'entends une députée parler de la biodiversité comme notre ami l'a fait, ça me fait un plaisir incroyable. Et quand je vois autant de jeunes gens s'investir dans la protection de la nature et la défense du vivant, quand je vois autant de femmes qui rejoignent les naturalistes mâles qui au départ s'étaient investis, ça me fait encore un deuxième médicament extraordinaire et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Bravo. Merci. Alors, vous m'avez demandé un témoignage. Alors moi, je voudrais vous parler de Chauve-souris, puisque j'avais créé en 85, après avoir créé le groupe Chauve-souris au sein de la SFEPM, j'ai créé le SOS Chauve-souris en 85. C'était d'ailleurs une drôle d'histoire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des fouines, des serpents, et puis de 2-3 choses qui me viennent à l'esprit d'une manière générale, en stratégie. Alors, l'histoire des chauves-souris, c'est simple. J'étais directeur de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, en Isère, un grand homme, et j'avais un ami journaliste de l'agence France Presse, qui était assez connu, et qui me dit, un jour, lors d'une discussion, dis donc, le 15 août, en général, on n'a jamais rien à dire. T'aurais pas un petit sujet croustillant, là, parce que franchement, on est bientôt le 15 août, et je manque de doc, je manque de sujet. Alors je lui dis, bah ouais, nous on voudrait créer un numéro de téléphone pour que les gens nous appellent pour les problèmes de chauve-souris. Oh, il a trouvé ça génial. On a fait un sujet, on a mis des photos, etc. Et alors du jour au lendemain, on a été assiégés de journalistes, de gens dans le monde entier. Il y avait un émir du Koweït qui voulait qu'on vienne dans son château pour enlever des chauves-souris. La télévision japonaise venait faire un reportage chez nous. On a vu des centaines d'articles un peu de partout, c'était absolument génial. Alors, petit conseil, si un jour vous voulez lancer un message important, un peu original, attendez le 14 août et contactez les agences de presse pour lancer le sujet. Et je vous assure que vous allez avoir pas mal de succès. Alors on peut faire ça aussi le jour de Noël. Il y a comme ça quelques jours comme ça où on manque d'actualité. Sauf si, évidemment, l'actualité nationale nous donne du fil à retordre. Alors, chauve-souris. Bah, moi, j'ai dû faire plusieurs centaines d'interventions pour des chauves-souris. D'abord chez moi, puis après ailleurs, parce que les gens me demandaient de venir dans d'autres départements pour faire de la formation. Et j'ai écrit un petit texte que je vais vous commenter, parce que c'est bien plus simple. C'est une théorie que j'ai mis en place. C'est une procédure que j'ai mise en place qui a toujours marché. J'ai jamais eu aucun échec. Et donc, ça a été une élaboration après différentes expériences. Voilà. Alors, tout d'abord, répondez d'urgence à l'appel. C'est-à-dire, si quelqu'un vous contacte d'une manière ou d'une autre, c'est essentiel d'appeler tout de suite, d'envoyer un mail tout de suite, de ne pas laisser traîner. Qu'il soit téléphonique ou écrit, les demandeurs sont pressés, inquiets et à bout de ressources. La rapidité de votre réponse sera appréciée et la reconnaissance induite facilitera la tâche. À la question, allez-vous enfin me débarrasser de ces chauves-souris, souvent de ces cochonneries, de ces... voilà. Encore que, à la suite de notre action depuis quelques années, les gens réagissent un peu moins durement qu'autrefois. Bon, mais ceci dit,
il faut toujours répondre par l'affirmative du style « oui, on verra avec vous sur place ». C'est-à-dire commencer par dire « la loi, machin, non, on ne va pas les enlever, etc. » Alors là, c'est tout de suite comme si la personne raccrochait. Ne faites aucun diagnostic par téléphone. Posez des questions pour comprendre rapidement le problème et ainsi prévoir le matériel nécessaire. Est-ce accessible? Est-ce qu'il faut une échelle? Combien y a-t-il de chauves-souris? Est-ce qu'on a récolté du guano? Est-ce qu'il y a des cadavres? Prenez rendez-vous en fonction des disponibilités de capture. Évidemment, si c'est en plein hiver, les captures seront assez limitées. Et à mon avis, il faudra plutôt reporter l'opération à la période favorable. Mais les gens le comprendront. Si le gîte n'est pas directement accessible, prenez rendez-vous pour la sortie crépusculaire des animaux. C'est-à-dire pour voir par où ils sortent, etc. Proposez que l'on invite les voisins ou la famille pour suivre l'opération. Surtout s'il y a des enfants. Ça, c'est extrêmement important. Une villa dans un quartier, eh ben, il faut que les gens disent à tous les gens du quartier, si ça vous intéresse, venez, on va s'occuper de chauves-souris. Sur place, quand vous arrivez sur place, écoutez les demandeurs, posez des questions courtes, laissez-les se défouler, parce que là, ils en ont besoin. Commencez par l'examen des différents guanos. Montrez comment on les distingue des crottes de souris. On les prend entre deux doigts, on appuie, si ça tombe en poussière et que ça brille, c'est des chauves-souris. Sinon, si c'est dur, ça casse, il y a de la fibre végétale, c'est du rongeur. Avec une loupe, montrez les restes d'insectes contenus dedans. Ça vous permet de parler du régime alimentaire des chauves-souris, le quart de leur poids chaque nuit en insectes nuisibles, entre guillemets, ou une colonie de 100 pipistrelles consomme chaque mois 1,5 million de moustiques. Rentrez dans le jeu des demandeurs, comprenez bien leurs problèmes. Alors là, évidemment, ce que je vais dire ici s'adresse qu'aux gens s'adresse qu'aux gens qui ont une autorisation de capture. Capturez une seule chauve-souris parmi la colonie concernée. L'épuisette ou le sac plastique rigide et transparent, punaisé ou scotché devant l'accès d'un gîte est un bon outil. C'est-à-dire si les bêtes sortent d'un mur, vous mettez un sac plastique que vous scotchez ou vous fixez autour du trou, et dès qu'il y a une chauve-souris qui est dedans, vous enlevez le système, vous avez fait votre affaire. Alors, vous montrez la chauve-souris à tout le monde. Évidemment, vous mettez des gants, vous expliquez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il faut une autorisation ministérielle, etc., etc. Vous procédez aux mensurations d'usage. Alors, ça donne un côté aspect scientifique, c'est-à-dire vous êtes reconnu comme quelqu'un qui connaît la question. Vous étalez votre matériel, vos bouquins, votre pesant, les objets que vous allez utiliser. Alors on mesure l'avant-bras, on pèse l'animal, ça donne tout de suite des idées sur les différentes espèces de chauves-souris. L'examen de la bouche vous permet de nouveau de parler du régime alimentaire et de l'utilité de l'animal. Posez des questions. Alors la question piège. Est-ce qu'il y a des moustiques autour de chez vous? Avez-vous des papillons nuisibles dans votre verger ou votre jardin? Si la réponse est négative, c'est grâce aux chauves-souris. Si la réponse est positive, il faut répondre qu'il y en aurait encore plus sans les chauves-souris. Là, c'est radical. À ce moment-là, faites constater que la dentition des chauves-souris ne peut en aucun cas occasionner des dégâts sur le bâtiment, l'isolation, la charpente. C'est souvent une préoccupation majeure des gens. Les chauves-souris ne font pas de nid. Montrez l'aile, expliquez la structure de l'aile et les techniques de vol. La détermination de l'animal, puisque vous avez fait tous ces examens, vous arrivez à la détermination, vous regardez avec le bouquin, le guide, vous montrez les photos ou les dessins. La détermination de l'animal vous permet de visualiser la diversité des espèces en France. 34 espèces de chauves-souris en France. Ah bon, c'est pas la chauve-souris, c'est les chauves-souris. De les faire découvrir sur un guide, de parler des fameux vampires d'Amérique du Sud. Parce que alors ça c'est tout de suite, ah oui mais les vampires, alors vous parlez des régimes alimentaires, etc. etc. L'examen du sexe vous conduira à expliquer la structure de la colonie.
Est-ce que c'est une colonie de misbah, un rassemblement de mâles? Vous enchaînez sur la reproduction de chauves-souris l'impossibilité de pullulation. Ça n'a rien à voir avec des rongeurs. Un seul petit, exceptionnellement deux, une seule fois par an. Les gens sont généralement très inquiets car ils ont pu compter les animaux à leur sortie nocturne et ils ont l'impression qu'un nombre important peut très vite entraîner une surpopulation et des dégâts accrus. Alors ensuite, vous avez votre chauve-souris en main, faites caresser la chauve-souris par les enfants, si possible, sur le dessus du corps, attention aux morsures et au risque de rage. C'est-à-dire c'est une manip qu'on prépare bien, on tient l'animal comme il faut, sans le stresser, et on demande à un enfant de passer le doigt sur le pelage du dos, uniquement du dos. Alors, les enfants sont contents de faire ça, j'ai touché une chauve-souris. Alors ensuite, eh bien, surtout s'il y a des mères de famille, ensuite, les parents auront peur d'être ridicules s'ils ne touchent pas, eux aussi, la terrible bête. S'accroche-t-elle aux cheveux? Alors, vous allez pouvoir faire, selon le cas, l'expérience suivante. Vous avez capturé une chauve-souris, vous l'avez déterminée, montré son intérêt, etc. Et le moment est trouvé maintenant de relâcher cet animal, pour ne pas le garder, montrer qu'on peut cohabiter avec. Alors, si vous avez une petite fille passionnée par les chauves-souris avec des grands cheveux, l'idéal, c'est de lui mettre sur ses cheveux en la prévenant à l'avance. Et vous verrez que la chauve-souris s'envole. Et donc, on n'a pas besoin de répondre à la question « Pourquoi vous avez relâché la chauve-souris » Ben, c'était pour vous montrer qu'elle ne s'accroche pas aux cheveux. Et si vous n'avez pas une petite fille avec des grands cheveux, si vous avez une mère de famille qui accepte, c'est encore mieux, mais vous pouvez aussi le faire sur vos propres cheveux. Et la chauve-souris s'envolera de nouveau vers la liberté. Trois possibilités se présentent alors. Les demandeurs sont rassurés, finalement fiers que les chauves-souris aient choisi leur maison. Dans le quartier, ben, c'est moi qui ai les chauves-souris. Il y a surtout des problèmes psychologiques, c'est 70% des cas. Et en plus, si vous leur proposez de les citer dans le journal local, ils garderont des chauves-souris qui présentent autant d'intérêt puisque c'est chez eux. Les demandeurs sont rassurés, mais il faut faire quelques travaux pour résoudre les nuisances qu'il peut y avoir de guano, de bruit, il peut y avoir des problèmes. Bon, mais ça, je ne vais pas faire un cours là-dessus. On sait aujourd'hui résoudre les problèmes de guano, on sait expliquer que ça sert beaucoup au jardin, qu'on peut faire sous un nichoir à chauve-souris, mettre un pot de géranium pour que les géraniums poussent mieux avec le guano des chauves-souris. On peut utiliser ce guano pour le jardin, etc., etc. Bien. Et puis il reste la phobie des chauves-souris. Alors là, c'est très peu de cas, c'est peut-être 1% des cas. Si vous n'êtes pas psychiatre, ben, il faut se contenter de donner des exemplaires des textes de loi protégeant les chauves-souris avec la mention des amendes. Vous proposez en dernier recours, si vraiment vous êtes avec des personnes complètement bouchées, ben, vous proposez l'obturation des accès, mais seulement après la saison de reproduction dans le bâtiment. On peut prévoir des gîtes de substitution pour certaines espèces, toutes ne sont pas accessibles à ça, des nichoirs, et puis on peut exercer une surveillance, parce que si les gens sont vraiment incapables de comprendre que les sites de repos et de reproduction d'une espèce protégée est protégée par la loi, eh bien, malheureusement, après, il faut engager des recours. Moi, j'ai jamais déplacé de colonie de chauves-souris. J'ai quelquefois bouché des accès, sachant que j'étais convaincu qu'à proximité, il y en avait d'autres. Par exemple, si c'est dans une maison, dans un lotissement, si vous avez une colonie de mâles ou des mâles isolés qui posent problème dans une maison, vous êtes à peu près sûr que dans les maisons autour, il y a la colonie de femelles. Donc ça ne pose pas tellement de problèmes. Voilà. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça marche? Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais à la Frappna dans mon bureau, et puis j'ai un copain de la télé qui arrive,
et qui me dit, bon Jean-François, t'as rien à dire là, parce que en ce moment, j'aimerais bien faire un sujet dehors avec toi. Bon, puis on discutait, on parlait d'aller faire un tour dans une grotte à chauve-souris. Et puis, il y a un coup de téléphone. Alors, je prends le téléphone, je lui dis, excuse-moi, je prends le téléphone, et il entend, il y avait le haut-parleur, il entend la discussion. Et j'ai un monsieur qui m'appelle, oui, je suis chasseur, je suis président de la société de chasse d'un village de Beldon, et chez moi, dans mon chalet, il y a une colonie de chauves-souris, il faudrait m'enlever ces saloperies là. Bon, alors est-ce que vous pouvez venir, parce qu'autrement je les dégage. Bon, alors je commence à dire à mon copain, écoute bien ce que je vais dire. Alors je lui dis, bah écoutez, est-ce qu'on pourrait venir ce soir? Oh, bah, de toute façon, vous avez intérêt de venir, parce que si vous ne venez pas ce soir, moi, demain c'est fait. Hein. Alors je lui dis, ben, je viens avec une équipe de télé, ça ne vous dérange pas? Une équipe de télé? Bah oui, parce que j'ai un ami là qui cherche un sujet, et on va faire un sujet chez vous. Ah bon? Alors, mais il faudrait que vous, si on vient, on va capturer une chauve-souris. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des enfants, votre famille. Ah, bah moi je peux faire un barbecue, et puis j'invite tout le monde, etc., etc. Bon. Je dis, bon, ok, rendez-vous ce soir. Alors on y va avec mon copain journaliste, et il me dit, tu sais pas la meilleure, je connais bien ce chasseur, j'habite dans son village. Et je sais que c'est un sacré client. Parce que alors les écolos, ils les supportent pas. Et alors, tu vas avoir vraiment du mal. Et si jamais tu arrives à garder les chauves-souris sur cette maison, sur ce chalet, je t'offre une caisse de champagne. On y est allé, on a fait l'émission. Il m'a offert une bouteille de champagne. Voilà. Voilà pour les chauves-souris. Alors je vais vous parler des fouines. J'adore cet animal. Franchement. Et j'adore les députés qui vont défendre les petits carnivores. Alors là, tu sais, je vais tout de suite après, on se voit et on échange. Voilà. Ça fait un immense plaisir de voir les naturalistes arriver au pouvoir. Et j'aurais un conseil pour un député qui arrive, c'est il faut absolument que vous arriviez à créer un groupe intergroupe parlementaire sur la biodiversité. Comme les chasseurs l'ont fait avec le groupe chasse, qui a tellement d'impact négatif pour nous, au Sénat et au Parlement. Si vous commencez par créer, si vous ne commencez pas par créer ce groupe inter-parti politique sur la biodiversité, parce qu'il y a probablement dans tous les partis des gens qui sont sensibles à ça, plus ou moins, mais il y en a probablement. Commencez par un petit groupe, et puis rassemblez. Ne partez pas au combat tout seul. Moi, mon expérience depuis longtemps en la matière me prouve que c'est la seule solution pour que vous ayez un minimum d'entente. Alors moi, je connais des députés qui sont intéressés, je vais les mettre en relation avec toi. Voilà, merci en tout cas. Alors les fouines. Les fouines, c'est un gros problème. Parce que, alors je ne parle pas des dégâts dans les poulaillers, parce que ça c'est tellement facile de faire des enclos qui sont impossibles à franchir pour une fouine, hein, comme on le fait pour les loutres avec les piscicultures. C'est encore plus facile avec un poulailler de faire des grillages qui sont hermétiques, de rentrer les poules, et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Bon. Non, je parle des problèmes des fouines qui rentrent dans les isolations des maisons. Parce que alors ça peut être vraiment, vraiment embêtant. Et on a de plus en plus de maisons qui essayent de s'isoler pour des raisons climatiques. C'est très bien. Et on a aussi beaucoup de maisons qui sont finalement accessibles facilement pour des fouines qui montent sur un arbre, qui rentrent sous le toit, qui rentrent dans le grenier. Quelquefois, les toitures sont proches dans une pente. Quand il y a des maisons qui sont dans des pentes, il arrive quelquefois que le bas de la toiture amont soit assez proche du sol, donc une fouine peut grimper là-dedans. Alors,
c'est vraiment important d'avoir un bon diagnostic. Et pour avoir un bon diagnostic, il faut d'abord savoir par où elles rentrent dans ces isolations et qu'est-ce qu'elles font à l'intérieur. Est-ce qu'elles y sont temporairement, c'est-à-dire c'est un individu isolé, bon les fouines sont isolées la plupart du temps, que ce soit les mâles et les femelles, et elles rentrent dans ces maisons de temps en temps parce qu'elles passent dans le secteur et puis c'est là qu'elles vont se loger pour une nuit mais elles ne vont pas rester. Par contre, c'est très important de savoir si c'est un site de reproduction, c'est-à-dire s'il y a les petits qui sont à l'intérieur. Parce que vous ne pouvez pas gérer le problème de la même manière. Ça veut dire qu'il faut faire l'affût, qu'il faut mettre des pièges photos. Si on a un minimum de compétences, regarder les traces, les griffures, les crottes, voir l'odeur, parce que la fouine, ça sent quand même une certaine odeur particulière. Et puis s'il y a de la neige ou de la boue, trouver les traces pour l'accès qui permettent aux fouines de rentrer dans le bâtiment. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous êtes convaincu que c'est un individu isolé, bah, il suffit de boucher l'accès après son départ. De ne pas le coincer à l'intérieur, évidemment. Bon. Si c'est un endroit de reproduction, alors là, ça pose beaucoup plus de problèmes et on est obligé d'attendre que la femelle sorte les petits quand ils seront suffisamment sevrés et qu'elle va partir avec. Donc là, ça veut dire une surveillance. Mais les fouines, en général, quand elles rentrent dans un bâtiment, elles rentrent, elles sortent toujours au même endroit, ou très souvent au même endroit. Donc, finalement, en été, au moment où elles vont sortir avec leurs petits, au printemps et en été, il suffit de se mettre dans un fauteuil à tomber de nuit, assez loin, avec une longue vue ou une paire de jumelles, et puis de surveiller quand elles sont sorties, et après d'intervenir. Bon. Alors après, on peut intervenir de différentes manières, on bouche les accès, on met un bruit, on peut mettre un appareil, un poste de radio par exemple, avec de la musique ou un truc assez fort, ça peut se faire. On peut mettre un chien à la laisse au pied des accès pour empêcher que la fouine rentre à cet endroit-là. Et puis surtout, prévoir se mettre dans la tête d'une fouine et dire si je ne peux pas rentrer là, est-ce que j'ai une issue de secours? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un gîte comment dire, de substitution pas loin? Alors vous pouvez mettre des bœufs de paille, vous pouvez mettre un tas de bois, vous pouvez aménager une cabane qui ne sert pas, enfin une grange qui est à proximité, on peut imaginer plein de choses. Mais mettez-vous toujours dans la tête d'une bête, quand elle rentre quelque part, qu'elle fait un dégât, elle ne le fait pas par volonté de vous nuire, elle le fait parce qu'elle en a besoin. Donc elle vient soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a de la chaleur, soit parce qu'il y a de la nourriture, soit parce qu'il y a de la tranquillité. Et puis, si vous ne lui offrez pas ces éléments-là ailleurs, eh bien, elle continuera à essayer de venir sur votre secteur, là où elle fait des dégâts. Donc, que ce soit pour des fourmis ou pour des fouines, c'est toujours la même technique qu'il faut se mettre dans la tête. Voilà. Alors, vous racontez quand même une anecdote vécue avec des fouines. Un jour, j'étais chez moi, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur en pleurs qui me dit « Monsieur, vous vous occupez des animaux, il faut absolument venir chez moi parce que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On avait une fouine qui rentrait chez nous et alors on ne savait pas quoi faire. On a fait appel au meilleur protecteur de la nature du coin, le garde de la société de chasse. Et alors il est venu, il a mis un piège à mâchoire à l'endroit sur une poutre devant la porte d'entrée. Et en pleine nuit, cette nuit, on a entendu des bruits incroyables. On est tous sortis avec ma femme et mes enfants. Et on a vu une fouine mourir à petit feu, suspendue, avec la piège à mâchoire autour de la tête et suspendue par une chaîne à la poutre devant chez nous. Et on n'a rien pu faire. Et c'est une femelle. Visiblement, elle est des petits. Venez, au secours. Au secours. Bon.
Alors un dimanche, j'avais plein de choses à faire, mais j'ai dit bon, ben là, ça vaut le coup d'y aller. Alors on y va, on arrive dans une maison à la campagne, avec une maison effectivement dans une pente, avec le toit qui arrivait dans la partie amont, qui arrivait près de la prairie, donc la fouine rentrait là-dedans, etc. Et alors les gens nous expliquent, bah, écoutez, on a un petit garçon qui a 12-13 ans, là, et on était très inquiets sur sa santé. Parce que, alors qu'il était très bon à l'école, et puis il ne posait aucun problème, il nous disait qu'il dormait très mal. Et quand on rentrait dans sa chambre, ça puait, mais alors on se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Ça nous a, vous voyez, ce qu'on veut dire à cet âge-là, on se pose des questions, qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis il y avait des grosses mouches, vous savez, les mouches bleues là, qui tournaient de partout. Et on se dit, mais pourquoi il se lave plus? Qu'est-ce qu'il fait? Ses affaires sont sales, etc. Et ses résultats scolaires, d'un seul coup, ont périclité. Bon, alors on va voir la chambre, effectivement. La chambre d'un petit enfant modèle, bien propre, mais alors vraiment bien rangé, nickel, avec le poster d'un joueur de foot bien affiché, etc. Enfin bon, petit enfant modèle. Et puis effectivement, des mouches un peu, puis alors une odeur très forte. Et alors je vois sur le plafond une tache un peu sombre. Je dis oui, bah, ça se trouve, les fouines, elles sont au-dessus. Et si c'était une femelle allaitante comme j'ai vu, vous m'avez montré le cadavre, il y a de grandes chances qu'il y ait quelque chose au-dessus. Il faudrait démonter le plafond. Alors le gars, c'est un bricoleur, il dit donc, de toute façon, il faut qu'on règle le problème, il n'y a pas 36 solutions. Je vais chercher un escabeau, on démonte le plafond, on met un plastique par terre, et il enlève une plaque de placo-plâtre du plafond, 20 kilos de merde de fouine, un cadavre de lapin avec des asticots bien dégueulasses, un piquet pêche et une balle de tennis. Et je me rappelle avoir été dans une tour d'observation en Slovénie pour essayer de voir des ours et des loups. Et au-dessus, dans cette tour, il y avait un plafond et on avait des martres qui logeaient dedans. Et on n'avait pas pu dormir toute la nuit, heureusement d'ailleurs, parce que ça nous permettait de voir les ours. Et on avait des fouines, des martres, qui s'amusaient à faire rouler des petits os sur le plafond. Et quand elles balançaient avec la patte le petit os, elles couraient après et elles les attrapaient. Et on entendait ça, et ça nous réveillait, et ça nous permettait de voir les os. Bon. Et je me dis, ça ne m'étonne pas qu'une fouine ait amené cette balle de tennis là-haut, et à mon avis, le gamin, il devait mal dormir, parce que ça devait balader la balle de tennis de partout. Alors j'ai dit, mais c'est pour ça que tu ne dormais pas? Ah ben oui, mais je ne savais pas que c'était, j'entendais des bruits, ça me faisait peur, etc. Et alors, j'ai dit, elle est à toi la balle de tennis? Elle dit non, c'est à mon copain, le copain de la maison d'à côté, et il ne me parle plus parce qu'il m'accuse de lui avoir piqué sa balle de tennis. Alors j'ai dit, bah, tu peux lui ramener, tu lui dis, c'est pas toi, mais c'est la fouine qui a piqué la balle. Donc on a réglé un problème de cohabitation. Et alors, quand on descend cette plaque du plafond, évidemment, on ramasse tous les déchets, et au moment où on descend la plaque, je vois une petite fouine partir dans l'angle du mur. Et l'angle du mur, c'était un boisseau de cheminée. Bon, alors c'était déjà un vrai capharnaüm dans cette chambre. Et là, les gens étaient un peu sidérés de voir ce qui se passait. Et je dis, ben, il faut qu'on aille voir. Alors, donnez-moi l'escabeau, je le regarde.
effectivement, il y avait un trou qui donnait accès, il y avait la cheminée et le boisseau autour. Et ce boisseau avait des creux, comme dans tous les boisseaux de cheminée. Et donc, j'ai vu une petite fouine partir et glisser par le haut du plafond dans le boisseau. Alors j'ai toujours une lampe, évidemment, je regarde et je vois 3 petites fouines dans le fond du boisseau. Alors je dis au gars en question, je lui dis, bah, écoutez, la seule chose c'est qu'il faut casser le pied de la cheminée, donc contre le mur, pour qu'on puisse les récupérer. Parce qu'autrement, il faut qu'on attende qu'elles acceptent de sortir, et ça risque d'être assez difficile, et ça peut prendre plusieurs jours, et je ne suis même pas sûr d'y arriver. Alors le type il dit, donc de toute façon, il faut qu'on règle ça aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ces petites fouines, on va les sauver. Il va chercher une masse, et badaboum, badaboum, il défonce le pied du mur, il défonce le boisseau de la cheminée, et je vois les petites fouines remonter au milieu du boisseau. Alors, on n'avait pas 36 solutions, je dis, bon, écoutez, là, on ne va pas rester des heures là-dessus, il faut casser le milieu de le boisseau de la cheminée. Si vous aviez vu le chantier, le type, il a pris sa masse, badaboum, badaboum, j'ai récupéré les 3 petites fouines, je les ai élevées, on les a relâchées en faisant en sorte qu'elles ne soient pas imprégnées. On a un bâtiment, un ancien transformateur électrique qu'on a aménagé spécialement, qu'on peut fermer complètement. On l'a aménagé à l'intérieur avec des boîtes de paille, des nichoirs, enfin tout ce qu'il faut. Et puis on les met là-dedans. On leur donne d'abord de la nourriture normale, quitte à les allaiter au départ, si elles sont trop petites. Et puis après, on leur donne des animaux vivants. Et quand on voit qu'elles mangent bien, on leur réapprend la peur de l'homme. C'est-à-dire, d'abord, on fait en sorte qu'elles aient le moins de contact possible avec l'homme. Et puis après, chaque fois qu'on rentre dans le bâtiment, on donne des grands coups sur la porte en métal. On crie, on jette les choses et on fait en sorte qu'elles reprennent la peur de l'homme. Voilà. Et après, quand on sent que tout va bien, on ouvre, un soir, on ouvre une des portes, enfin une des sorties, c'est un trou au pied du mur, et elles peuvent partir, revenir et s'éloigner, on ne vient plus les embêter. Voilà. Voilà pour les fouines. Mais j'avoue que c'est quand même assez sportif pour s'occuper de fouines. C'est peut-être plus facile avec les chauves-souris. Alors les serpents. Les serpents, je me suis assez vite rendu compte que, en fait, il faut gérer la chaleur. C'est-à-dire c'est très facile pour des gens qui se plaignent d'avoir un serpent sur la terrasse bien ensoleillée, de leur dire mais il suffit que vous mettiez un parasol, ça vous fait de l'ombre, et il n'y aura plus les serpents qui viendront là parce qu'ils ont besoin de chaleur. Donc c'est assez évident. Et ce genre de choses, on n'y pense souvent pas assez. Et puis, je trouve qu'il y a un truc qui marche très très bien, c'est les tôles à reptiles que j'ai inventé. C'est-à-dire, vous allez chercher chez un vitrier des restes de vitres, ou vous prenez chez un carrossier des vitres plates de voiture, qui sont assez solides, et puis, ou alors vous allez chercher dans une déchetterie des fenêtres toutes prêtes avec la vitre dedans, déjà, et puis vous allez la poser dans un endroit où les gens se plaignent des serpents. Et alors vous allez le poser à un endroit favorable, c'est-à-dire le long d'un mur, près d'un pierrier, dans un endroit où il y a de hautes herbes, dans un endroit où il peut y avoir de l'eau à proximité, parce que, et ça c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que le dernier congrès de la SHF auquel j'étais, on a appris l'importance de l'eau pour les reptiles. Et ça, on oublie toujours. On pense aux lézards, mais on ne pense jamais à donner de l'eau aux lézards. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Même les serpents ont besoin d'eau, et on a prouvé à quel point la sécheresse leur est désastreuse.
Donc, vous posez sur le sol cette vitre en ayant un petit espace d'1 centimètre, 1,5 cm, qui peut être irrégulier, sous lequel les animaux peuvent se glisser. Alors, on met une pierre, on met un morceau de bois, on peut mettre un peu de foin, des choses comme ça, et puis vous la posez à plat. Et ensuite, par-dessus, vous mettez une bâche, ça peut être du caoutchouc, ça peut être un tapis de sol de voiture, ça peut être un polyane noir, mais plus c'est épais, mieux c'est, par-dessus. Ça veut dire que vous allez créer un endroit chaud et sombre, dans un site favorable pour des reptiles. Pas que pour des reptiles, d'ailleurs, ça peut être pour des micro-mammifères, des musaraignes, des campagnols, des orvets, des amphibiens, des crapauds, des grenouilles, etc., etc. Et des insectes. Et des lombriques. Et donc, vous apprenez comme ça à dompter la peur des reptiles. Nous sommes des primates. Nous avons une peur instinctive des serpents. Tout ce qui rampe au ras du sol et qui est perpendiculaire à nos situations d'êtres humains verticaux, c'est une peur instinctive. Vous pouvez la sublimer. Moi, je la sublime parce que je connais les serpents, j'aime les serpents, j'aime les voir, donc j'ai pas la trouille, normalement. Mais si je me promène en Corse, en été, à poil, dans un coin tranquille, et que j'ai une couleuvre verte et jaune qui passe entre les pattes, je saute en l'air en gueulant. Et avant de redescendre, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con? Ben alors c'est pas vrai. Tu sais bien qu'en Corse, il n'y a pas de serpent venimeux. Bon, mais vous voyez, on peut supprimer, mais il faut apprendre aux gens, il faut leur dire, c'est normal que vous ayez peur des reptiles. Vous êtes des primates. Les chimpanzés, quand ils voient un truc au ras du sol qui est comme ça, ils jettent des pierres, ils balancent des bâtons, ils crient, ils montent sur un arbre. Et ben on fait la même chose. Bon. Alors on peut, comment dire, calmer notre phobie, mais on peut aussi apprendre aux gens à regarder un reptile, à leur expliquer que si ce reptile est sous la tôle à reptile que vous avez installée, on peut, en soulevant uniquement la bâche, le voir à travers comme dans un aquarium. Donc on est protégé. Et on peut voir que finalement, une couleuvre verte et jaune, mais c'est extraordinairement beau, ces couleurs. Et puis, finalement, elle n'a pas l'air si agressive que ça. Si elle est en train de muer, ben, l'œil est couvert, donc elle ne le voit pas. Peut-être elle sent les vibrations, mais c'est tout. Donc on peut éduquer, apprivoiser la peur des serpents avec ces tôles à reptiles. Donc je vous conseille vivement ce genre de truc. Et si vous avez des espaces naturels protégés, faites des tôles à reptiles. C'est des aménagements très simples, et ça vous permet de faire des inventaires de la faune de votre secteur et d'apprendre aux gens à maîtriser cette peur des reptiles. Voilà. Alors, maintenant, d'une manière générale, je pense qu'il est absolument indispensable que nous nous rendions compte que la biodiversité, tout le monde est aujourd'hui favorable, de principe. Je connais personne qui dise, moi je rencontre tous les élus qui me disent « Ah mais moi la biodiversité, je la protège ». Et vous savez ce que c'est la biodiversité? Oui, c'est la nature. Non. Je me rends compte que nous avons une énorme responsabilité en tant que militants à faire comprendre ce que c'est que la biodiversité. Et souvent, on a péché par le fait qu'on a commencé par parler des espèces qui sont emblématiques, que nous aimons, que nous connaissons bien, les oiseaux, les mammifères, etc. etc. Bon. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que si on veut préserver la biodiversité,
il faut commencer par la faune du sol, les insectes qui sont au départ des chaînes alimentaires. Et quand on dit à un élu, commencez par vous mettre dans la tête que la biodiversité est toujours plus importante dans le sol qu'au-dessus, quelle que soit la surface de l'endroit que vous regardiez, sauf exception, il y a quelques exceptions, mais c'est assez rare, c'est toujours plus important de préserver ce qui est dans le sol d'abord. Ça veut dire que si on veut préserver la biodiversité, il faut désimperméabiliser massivement la France, les trottoirs, les routes, les parkings, et le département qu'on imperméabilise tous les 20 ans en France. Et ça, c'est très important, parce que on a beau parler des espèces, on a beau attirer l'attention sur certaines espèces, je dis toujours à mes amis écolos, c'est très bien d'avoir un t-shirt avec sauver les baleines ou vivre les éléphants, mais il vaudrait mieux dire, sans les lombrics, c'est la panique. Et donc, ça veut... Et vous voyez, après une carrière que je continue, de protecteur de la nature, j'en suis aujourd'hui à me poser cette question, est-ce qu'on n'a pas loupé la communication au départ? Et j'en suis intimement persuadé. Et aujourd'hui, je fais, depuis 1 mois et demi, des quantités de conférences sur le thème « Qu'est-ce que la biodiversité et quelles sont les grandes lois de la biodiversité ?» L'importance des prédateurs, l'importance de l'esprit cartésien français qui dit « tout droit, tout plat, les talus à 45 degrés ». Ça, c'est vraiment... l'importance de l'effet de lisière, la diversité, source d'équilibre. Vous voyez, si on avait un groupe d'élus au Parlement qui comprennent bien ces grandes lois de l'écologie et qui, comment dire, la mettent en pratique systématiquement dans toutes leurs décisions, on aura beaucoup de gains et de rentabilité. Mais sans ça, on risque de continuer à parler dans le vide à des gens qui sont, sur le fond, sont d'accord avec nous, sont d'accord avec l'intérêt de la nature. Ils se sont rendus compte avec le confinement et la fin du confinement à quel point ils avaient besoin de nature. Donc là, on joue avec un public qui est consensuel avec nous, qui est favorable avec nous. Mais encore faut-il qu'on lui parle comme il faut. Et que leur apprendre simplement le nom des espèces ou comment elles vivent, c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. Et je me suis rendu compte d'une chose, et ça sera un peu la conclusion de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est l'importance de montrer concrètement la biodiversité. C'est-à-dire d'emmener les gens, de leur montrer ce que c'est qu'un chant d'oiseaux, de leur expliquer qu'une étude récente d'un institut londonien vient de démontrer que le chant des oiseaux est extrêmement important pour le moral des citoyens. C'est génial, ça. On le sait que la nature nous fait du bien. On sait que quand on est dans la nature, le rythme cardiaque et respiratoire se régule, la sensation de douleur diminue, la dépression fout le camp, diminue, les défenses immunitaires augmentent. Donc il faut qu'on aille dans la nature, il faut qu'on montre la nature aux gens. Et alors, avec notre association Le Piver, on a inventé un truc qui sera la conclusion de ce que je vais vous dire, c'est des cabanes observatoires. Vous avez tous peut-être vu dans les réserves, les parcs nationaux, etc., si vous voyagez à l'étranger, vous avez tout de suite vu des cabanes, des observatoires. Alors ces observatoires, ils sont généralement conçus, ils sont dans un endroit où on peut voir des animaux, on rentre dans une cabane et on a des meurtrières, et on ouvre les meurtrières, et on regarde à travers, on met un appareil photo à travers, une paire de jumelles à travers, une longue vue à travers, et on observe ce qui est devant. Or, je me suis rendu compte que dans tous les observatoires faits avec des meurtrières, les animaux qui sont devant, que normalement on devrait pouvoir voir
avec cette cabane, regarde en permanence la meurtrière. C'est comme un écran de télé. En plus, c'est un endroit qui change de lumière. Dès qu'on ouvre le volet, ça devient clair. Et donc, le moindre truc qui apparaît devant, que ce soit un petit doigt, une main qui traverse, un appareil photo qui traverse, il y a quelque chose qui se passe là, attention, danger. Et donc, les animaux s'éloignent. Ils ne s'éloignent pas comme s'il y avait un chien ou un coup de fusil. Ils s'éloignent lentement. Ils savent que ce n'est pas le grand danger, mais on ne sait jamais. Alors, ils prennent ce qu'on appelle la distance de fuite. Alors, le canard qui était devant, eh ben, il va tranquillement s'éloigner en nageant. Et assez rapidement, si vous n'avez pas une bonne paire de jumelles, un bon appareil photo, ben, vous ne voyez pas grand-chose. Et donc, ces observatoires avec des meurtrières sont des lieux de dérangement de la faune. Dans des endroits où on pensait qu'il y en avait beaucoup, puisque c'est là qu'on a mis l'observatoire. Alors, à la lumière de ça, quand j'ai acheté une maison, j'avais un jardin, je me suis dit, je vais faire une cabane observatoire avec des meurtrières. Et je me suis assez vite rendu compte que ça ne marchait pas et que les animaux étaient dérangés, les oiseaux qui venaient à la mangeoire étaient dérangés. Alors, je suis allé voir un jour, coup de chance, un vitrier, puis je lui ai dit, t'aurais pas des vitres spéciales? Vous savez, comme on regarde à la télé, là, dans les films de policiers, on voit à travers, mais on n'est pas vu. Elle me dit, si, ça existe. J'ai dit, tu pourrais m'en donner un petit bout? Alors moi, j'ai des morceaux, je ne sais pas quoi faire. Ben, je t'en donne un. Je dis, écoute, je vais essayer. Si ça marche, je te ramènerai les photos. Alors, j'ai mis cette vitre à la place de mes meurtrières. Je les ai fixées avec un scotch. Et je me suis rendu compte que c'était absolument génial. Parce qu'on pouvait voir les animaux arriver à la mangeoire. On pouvait photographier à travers sans perdre de lumière. Et les photos étaient très bien. Et donc aujourd'hui, le Pivert en est devenu le leader français dans la création de cabanes observatoires avec des vitres spéciales à la place de ces meurtrières. On en a fait 28 dans 8 départements français. Et c'est une expérience que je vous recommande si vous avez envie d'aménager des observatoires qui dérangent la faune, si vous avez envie de créer des nouveaux observatoires. Nous, pour 5 000 €, on vous fait une cabane qui vous permet de regarder la moins bonne de nos cabanes. On en est à 80 espèces d'oiseaux photographiés de la cabane. Et je ne parle pas des mammifères, des reptiles, des libellules, des papillons et des amphibiens qu'on peut photographier dedans. Et puis si vous avez envie de savoir ce que c'est, ben, je vous invite en Isère. Vous venez à Voiron, au train, on vient vous chercher, on vous emmène voir toute une série de cabanes, des grandes, des petites, des 2 places, des 11 places, des enterrées devant une mare, etc. Et vous verrez ce que c'est, et vous allez revenir en disant, bah oui, on peut montrer la biodiversité. Et quand vous montrez un chardonneret, un rouge-gorge de près à un élu qui n'a jamais vu un oiseau de près, il comprend ce que c'est que la biodiversité. Il est, on peut dire, sidéré. Et donc, si on ne fait pas cet effort de montrer cette biodiversité, on a toutes les chances, quand on va faire de la médiation, de ne pas se faire comprendre. Voilà. Donc, je vous encourage vivement. Je vous remercie pour tout ce que vous allez faire pour la nature. Franchement, mon anxiété écologique a vraiment disparu ce matin. Merci. Je vous adore. Ça marche. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à vous manifester. Alors j'ai oublié de vous dire un truc. Parce que dans toute bonne émission de télé, il y a toujours un peu de pub. J'ai été confronté avec un problème important. J'ai créé une réserve naturelle, la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, en Isère et en Drôme, la plus grande de France pour la partie terrestre, 17 000 hectares. Et comme j'ai été conseiller technique environnement au Conseil général de l'Isère,
j'ai fait acheter au conseil départemental 4000 hectares à l'intérieur de la réserve en 89. Et depuis 89, ces 4000 hectares dans la réserve naturelle n'ont jamais été chassés, donc depuis 28 ans, et la forêt n'a pas été exploitée depuis 70 ans. Or, en 2021, le conseil départemental, à la demande du président et d'un vice-président chasseur, ont décidé d'ouvrir la chasse de manière un peu discrète pour créer une chasse privée. Voilà. Donc je me suis opposé à ça dans les médias, je suis attaqué en justice pour diffamation pour avoir osé dire la vérité, qu'on crée une chasse privée sur un terrain qui appartient à tout le monde, pour chasser dans un endroit qui n'a pas été chassé pendant 28 ans, pour tirer des cerfs alors qu'il y a des loups sur place qui font leur régulation sans problème, et qu'après on va se plaindre des dégâts sur les moutons qui pèsent sur cette propriété. On a lancé une pétition avec 13 associations. Je regrette que la SFEPM n'ait pas accepté de signer cette pétition et n'ait pas diffusé. Je fais un appel au président en lui disant que j'aimerais bien qu'il rejoigne cette lutte. En tout cas, la LPO, l'ASPAS, la FRAPNA, FE2, Montano Wilderness, etc., Vercors Nature, tous ces gens-là ont soutenu cette pétition. On en est à 95 200 signatures. Et je passe en appel au tribunal le 20 février prochain. Et il y a une pétition que vous pouvez signer sur mesopinions.com. Voilà, je vous ai donné un document. Ça me rendrait service qu'on arrive aux 100 000 signatures avant le 20 avril. Voilà. Pour la liberté d'expression et pour que ce site... Alors, on a quand même fait un recours et on a gagné. Les chasseurs ne peuvent pas chasser sur cette propriété, mais je reste sujet à une condamnation. Voilà. Merci en tout cas. Oui, Frédéric Leblanc, donc de la SFEPM. Donc je te remercie Jean-François là, pour cette présentation et un petit peu pour l'historique là, sur la médiation telle qu'elle était pratiquée il y a quelques années. Cependant, j'ai une remarque moi par rapport à l'approche que tu as et à la manipulation que tu as des chauves-souris en présence des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui a évolué. Maintenant, pour avoir une autorisation de capture de chauves-souris, vous savez bien qu'il faut passer une formation. Il n'est pas admis donc, de manipuler des animaux dans un cadre, j'allais dire, pédagogique, mais maintenant uniquement à des fins scientifiques. Et par ailleurs, le fait de disposer un animal sur la tête d'un enfant ou autre, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une pratique qui soit acceptable et qui soit partageable ici. Il ne me semble pas que ça corresponde à l'esprit de la médiation telle qu'elle doit se pratiquer aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est sur cet aspect-là, je pense que ça ne correspond pas à la médiation telle qu'on veut la pratiquer. Alors certes c'était sans doute historique, hein, ça correspond à ton expérience de terrain, Jean-François, et ta façon de faire, mais je ne pense pas que ça soit éthiquement acceptable aujourd'hui. Voilà. Alors moi je réponds. Bon, d'abord évidemment, il est évident qu'il faut une autorisation de capture et qu'il faut une formation. Et je remarque qu'on a de plus en plus de mal à obtenir ces autorisations de capture, mais par contre, quand on dit au titre de la DREAL ou au titre de la DDT de votre département, bah écoutez, nous, quand on nous demandera de venir pour des questions de chauve-souris, on vous renverra la balle et puis vous vous débrouillerez tout seul. Ils sont bien embêtés, ils sont incapables de le faire. Autrement dit, il faut qu'on obtienne ces autorisations de capture. Alors, bon, je veux dire, j'ai cité le cas de mettre une chauve-souris sur la tête d'un enfant, c'est un exemple. On peut très bien se limiter à la mettre sur sa tête à soi, c'est pas gênant. Mais je reste persuadé que si on ne fait pas l'effort de montrer les choses aux gens de manière très concrète, le discours passera beaucoup moins. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je continuerai à faire ça, et je continuerai à avoir une autorisation de capture, bien évidemment. Je me méfie beaucoup du discours des sachants, et tu m'en parlais hier pour la loutre, et j'en suis reconnaissant, parce que tu as tout à fait raison. Souvent, on nous prend pour des gens qui veulent donner la leçon. Non, il faut se mettre à la place des gens, il faut leur montrer les choses concrètement, il ne faut pas hésiter. Et c'est clair que c'est une capture. C'est clair qu'il faut faire très attention. On ne peut pas faire n'importe quoi avec.
Mais je vous assure que si vous voulez montrer que vous allez relâcher la chauve-souris, parce qu'autrement, si vous ne la faites pas partir sur votre tête, le type il dit, bon, bah, vous la gardez, vous l'emmenez loin. Ah, qu'est-ce que vous répondez? Là, vous êtes coincé. Donc, comment dire, je suis arrivé à cette méthode parce que j'ai essayé plein de choses. Et c'est à la fin de plusieurs dizaines de manips que je me suis dit, mais finalement, c'est tellement logique. Et ça marche tellement bien qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, maintenant, je respecte ton point de vue. Hein, je veux dire, chacun fait comme il veut. Quelqu'un d'autre peut poser une question? Oui, merci pour cette intervention. Moi, j'avais juste une demande précise, c'est par rapport aux cabanes d'observatoire, parce qu'on échange pas mal sur tout ce qui est choc vitre actuellement. Et du coup, on est un petit groupe, là, on a regardé les observatoires directement, et les vitres qui sont posées, en fait, on voit qu'il y a un effet de réflexion. Et du coup, on se demandait comment c'est sécurisé. Voilà, une petite précision. Alors c'est simple, on met des volets. C'est-à-dire on fait en sorte qu'il y ait un système qui permette, quand on rentre dans la cabane, de tirer sur une ficelle qui permet d'ouvrir le volet. Et on referme le volet dès qu'on arrête l'observation. Ensuite, on fait en sorte de gérer tout l'extérieur de manière convenable, c'est-à-dire surtout de ne pas avoir de perchoir qui serait trop proche, de ne pas avoir de système de réflexion trop évident. Donc ça veut dire qu'on choisit l'orientation de la cabane de telle sorte que ça soit, que les chocs soient... Il y a, mettons, pour une cabane sur un an, on va avoir peut-être une ou deux collisions, mais jamais mortelles. Et c'est tout simplement une question de choisir bien l'orientation, les nichoirs, les mangeoires qui sont à proximité, ou les perchoirs qui sont à proximité, de telle sorte à éviter ce genre de problème. Et ben on va partir pour... Ah, non, c'est bon. Oui, du coup, Fanny Gourdon, SFEPM, j'avais une toute petite question sur les SOS chauves-souris. Quand tu parlais des phobies des personnes par rapport aux chauves-souris, tu disais que tu leur faisais un rappel à la loi, enfin sur les textes de loi, et ensuite que tu avais eu recours au rebouchement rebouchement des ouvertures. Là, je me pose la question, il y a une autre option, je ne sais pas si tu en avais eu recours, mais le fait de tout simplement demander s'il n'y a pas des voisins ou des personnes de la famille qui peuvent répondre au téléphone ou par mail à ce genre de problème, ça éviterait en fait la personne phobique, dans tous les cas, elle peut pas gérer ça parce qu'elle est phobique. Donc est-ce que arriver à demander à quelqu'un autour qui serait moins phobique, ça permettrait pas d'éviter l'obturation justement des ouvertures? Voilà, c'était juste... Alors, il faut bien savoir que la phobie, c'est une maladie. Hein. C'est-à-dire là, c'est de la psychiatrie qu'il faut. Et il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui vraiment, tu leur parles, tu leur dis le mot souris, tout de suite, elles blanchissent, elles ont de la sueur, etc. Donc, il y a quelquefois, c'est une maladie. Donc, si nous, on n'est pas psychiatre, là, et qu'on n'est pas capable de faire un soin de médecin, en quelque sorte, il vaut mieux s'abstenir. Bon, obturer un gîte, c'est pas très catastrophique. Ça dépend de la qualité du gîte. Évidemment, si c'est une colonie de grands murins, et on sait que les grands murins vont revenir tout le temps au même endroit, ou très souvent, ça pose vraiment question. Bon, là, il faudra intervenir pour ne pas obturer le gîte. Mais si c'est une chauve-souris qui de temps en temps vient derrière un volet, c'est pas si grave que ça. Donc on dit à la personne, ben, vous laissez le volet ouvert, et puis à côté on met un nichoir, et le problème est réglé.
Oui, Pierre-Manuel. Moi, je voulais juste revenir sur l'aspect phobie. On en avait notamment parlé aux dernières rencontres à Limoges. La plupart des gens ne sont pas forcément phobiques. On a vu notamment une psychologue qui était là et qui faisait part qu'il y a une peur, il y a la peur irrationnelle et il y a la phobie. Donc la phobie est en effet une maladie. La plupart des gens ne sont pas phobiques, ils ont juste une peur irrationnelle. Et c'est d'où l'intérêt de la médiation, c'est d'expliquer aux gens petit à petit et de faire partir cette peur irrationnelle. Les araignées, les souris, les serpents, les chauves-souris en font partie. Donc on peut, avec du temps, réussir à faire passer cette peur irrationnelle. Donc finalement, la maladie qui est la phobie, elle est très peu présente dans la population. Et après, sur la question justement de résoudre finalement un cas qu'on appellerait une phobie ou une peur irrationnelle en disant on va reboucher ou on va refermer le volet, en fait on ne répond pas à ce qui est la demande de la personne, c'est de la rassurer. Parce qu'elle va rester avec sa peur, il n'y aura plus la chauve-souris derrière le volet, donc déjà on aura entre guillemets porté atteinte à l'habitat ou à une espèce protégée, et donc on est en dehors des clous. Et donc pour moi la meilleure solution reste quand même de faire en sorte que l'espèce, quelle qu'elle soit, chauve-souris, serpent, reste sur place à travers différents moyens. Et l'idéal, en tout cas c'est mon expérience, on a déjà pu le partager, c'est de faire en sorte qu'on ne touche pas à l'habitat, ni même en y mettant un aménagement qui est un habitat anthropique ou pas. Voilà, donc moi je ne suis pas du tout favorable et après je rejoins aussi ce que disait Frédéric sur la manipulation des espèces. Alors on peut le faire dans le cas d'un SOS sur une prédation avec un chat ou autre, bon on a l'animal dans les mains, on doit le relâcher, pourquoi pas le montrer, mais surtout pas entrer en contact. Et moi j'ai travaillé pendant 10 ans en Lorraine à l'SPPS, qui voilà, la rage elle est très bien présente sur notre territoire à travers les sérotines notamment, et voilà, clairement on ne joue pas avec ça. Et si Evelyne de l'ANSES était là, je pense qu'elle s'arracherait les cheveux. Donc moi voilà, je reste aussi sur du même avis, et je pense que c'est l'éthique qu'on porte au niveau national sur la capture, voilà, à fin pédagogique. On s'en limite au strict minimum si on a un animal au sol, mais sinon on ne va pas plus loin, quoi. Alors, soyons bien clairs que pour moi, obturer un site, c'est pour la psychiatrie. La peur des animaux, je suis d'accord avec toi, on fait la manip normale, on rassure les gens, on leur explique, on leur montre, etc. Quant à la manipulation des chauves-souris, évidemment, on prend des gants, évidemment, on explique la rage, parce que je préfère que des gens soient conscients qu'il peut y avoir un risque de toucher un animal, et notamment une chauve-souris, et en leur expliquant ça, eh ben, on est clair, on est net, on est sincère. Je ne vois pas la difficulté. Maintenant, si vous obtenez de bons résultats autrement, c'est très bien. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne va pas assez loin. Voilà, c'est tout. Maintenant, encore une fois, vous êtes assez grand, vous avez une expérience, et à vous de montrer que vous êtes efficace, c'est tout. On sent qu'il y a un sujet un peu qui fait débat sur la manipulation, et sans doute qu'on y reviendra sur la partie juridique, etc. En fait, si on faisait un sondage ici du nombre de personnes qui a touché une espèce et qui aujourd'hui travaillent sur la sensibilisation autour de cette espèce, il y aurait sans doute très peu de personnes qui ne lèveraient pas la main. Parce qu'on a l'amour des chauves-souris, l'amour des serpents, etc. ne s'acquiert pas qu'en regardant des documentaires sur Arte. Et du coup, moi en tant qu'éducateur nature, je suis amené, comme beaucoup d'entre nous, certainement, à des fois avoir manipulé sans autorisation, à avoir fait manipuler sans autorisation, en me disant par principe assumé que finalement le contact sensible, sensibilisation sensible, ça ne passe pas que par la vue, aura permis peut-être le dérangement d'un animal, le stress occasionné à un animal, aura peut-être permis de sensibiliser plusieurs personnes qui vont porter un regard différent sur un animal. Aujourd'hui, on dresse des autorisations à des fins scientifiques, avec des stress occasionnés qui sont certainement beaucoup plus importants que la manipulation d'un serpent pendant 10 minutes avec un enfant autour qui va peut-être plus tard préserver ces espèces-là. Et voilà, donc je ne veux pas alimenter un débat, on en reparlera certainement, mais aujourd'hui se posent en effet ces questions de est-ce que la manipulation à titre scientifique ne doit être que cette autorisation qui doit être appliquée, ou est-ce que dans un contexte de médiation qui aujourd'hui ne peut se faire quasiment que bénévolement parce qu'il n'y a pas de moyens,
Donc en effet, pour les législateurs, ça semble un peu compliqué de donner des autorisations à tour de bras pour tous les bénévoles qui auront envie de manipuler des espèces. Et voilà, c'est une question qui se pose. Au sein du congrès de la SHF, auquel je n'étais pas cette année, mais il y a une année, on en a beaucoup parlé, et il y avait des débats dans ces instances-là. Donc je pense qu'officiellement, les têtes de réseau ne peuvent pas dire « oui, manipuler sans autorisation », et du coup je comprends l'intervention de la SFEPM, mais officieusement c'est quelque chose qui doit, je pense, être creusé au niveau des têtes de réseau et plus au niveau des structures qui sont aujourd'hui hors la loi, clairement. J'adhère totalement à ce que tu viens de dire. Alors, Suzel, en fait, j'ai été confrontée à de nombreuses situations, et l'éventail est très large. Moi, j'ai en tête une chose, c'est que quand on manipule et qu'on n'explique pas, le retour de bâton il peut se faire plus de 10 ans, 15 ans après, avec quelqu'un qui me dit moi je vois pas pourquoi vous venez pas les attraper, parce qu'il y a 15 ans, il y a quelqu'un qui est venu dans la maison de mon beau-frère, le village d'à côté, et qui a attrapé toutes les chauves-souris et qui les a montrées à tout le monde et qui les a déplacées. Et effectivement, avant que j'arrive en Alsace, il y avait une personne qui s'était permise d'aller dans une colonie de Grand Murin, dans des combles d'église où des travaux devaient avoir lieu en plein mois de juillet, qui avait attrapé tous les individus, qui les avait mis dans un seau, ils avaient fermé les seaux, les caisses, ils les avaient déplacés dans les combles de l'église d'à côté. Je veux dire, cette histoire, ne serait-ce que cet été encore, elle me poursuit en me disant « mais au GEPMA, vous avez déplacé des animaux, la personne était intervenue, elle les avait mis dans des seaux, etc. » Ça fait plus de 20 ans que cette histoire s'est passée et en fait, elle a été faite par quelqu'un qui partait certainement d'une bonne intention, qui voulait protéger des animaux, qui à l'époque n'avait pas les autorisations, mais qui est intervenu au nom de l'association. Et avec le bouche à oreille, avec la transmission des infos, la déformation des informations, plus de 20 ans après, cette histoire elle me poursuit toujours, et pour traiter certaines problématiques de migration, dans certaines vallées d'Alsace, c'est très très compliqué, et donc la manipulation, comme le disait Pierre-Emmanuel, quand l'animal est en détresse et qu'il est là et qu'il a déjà été capturé, qu'il était de toute façon qu'il faut intervenir et puis l'amener vers un centre de soins ou le remettre dans la colonie, peu importe, ok, mais il faut être très 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 vigilant au discours qu'on fait passer en manipulant des animaux qu'on capture exprès, et quand on les capture intentionnellement auprès d'un public qui comprend pas trop les tenants et les aboutissants, et surtout qui est dans l'émotion au moment de la capture, ce discours il est très rapidement déformé et le bouche à oreille fait des ravages, quoi. Donc moi je suis très vigilante parce que capturer des animaux, oui et non, il y a tout l'aspect qu'on vient de dire pour l'éducation, mais si c'est fait dans un cadre pédagogique, avec toutes les autorisations qu'il faut, et puis que le discours passe et bien fait, ok, mais comme ça, de façon ponctuelle et avec potentiellement des gens qui ne comprennent pas tout, parce qu'ils n'écoutent pas tout, parce qu'ils sont dans l'émotion, etc., c'est hyper dangereux, je trouve. Voilà, on en reparlera. Alors évidemment, c'est une bêtise sans nom de déplacer des chauves-souris. Ça ne sert à rien. C'est contraire à la loi. Non, on peut avoir l'autorisation de capture, mais pas de déplacement. Donc c'est déjà... Oui, mais ça, les gens, ils ne le voient pas non plus. Oui, non, mais la loi, c'est la loi. On la respecte ou pas, quoi. Bon, déplacer des chauves-souris, c'est pas légal. Voilà, c'est tout. Alors, bien sûr, on est toujours sujet à des on-dit, à des rumeurs. J'ai écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs. Et quand on fait de la médiation, c'est évident qu'on est toujours avec des gens qui disent oui, mais mon beau-frère il fait ça, moi mon parrain il m'a expliqué que, etc. Bon, voilà, ça c'est. En tant que médiateur, c'est notre devoir de savoir distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est antérieur, et puis d'être convaincant. Or, moi j'estime ne pas être suffisamment convaincant quand je ne montre pas concrètement les choses aux gens, et d'une manière tellement précise
qu'on ne peut pas me dire que ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir, vous pouvez le toucher. Bon. Alors après, encore une fois, moi, je ne vais rien vous imposer. Je vous donne simplement mon vécu. Et je continuerai à le faire. Parce que rien ne me l'interdit, en fait. Je ne capture jamais plusieurs chauves-souris dans le même endroit, par exemple. J'en prends une seule et j'arrête tout de suite. C'est-à-dire, dès que j'en ai une, j'arrête le système de capture. De telle sorte que la colonie reste tranquille s'il y en a plusieurs. C'est très important. Et alors les gens disent tout de suite, mais pourquoi vous arrêtez? Je vais arrêter parce que je vais vous montrer concrètement celle-là. Et autrement, j'ai du mal à dire, bah oui, j'arrête. D'expliquer pourquoi j'arrête. Ben, j'arrête parce que je vais vous montrer concrètement, etc. Ah bon, ouais, d'accord, ok. Donc réfléchissez bien, mais si vous n'avez pas une suite logique dans votre démonstration, vous risquez d'être moins efficace. Maintenant, ça sera très intéressant de faire différents systèmes et puis d'aller voir si votre système a marché ou pas, si les gens ont gardé leur chauve-souris ou pas. Moi, je peux vous emmener dans la plupart des endroits où je suis intervenu. D'ailleurs, les gens m'appellent au téléphone en me disant « Ah, monsieur Noblet, cette année, on en a un peu plus que l'année dernière, c'est super. » Ben ouais. Pardon, j'ai repris la parole. Dans le cadre des actions qu'on mène avec la SHF, notamment dans le groupe de travail médiation, il y a tout un travail sur la charte de bonnes pratiques associée aux médiateurs. Je pense qu'il y a exactement la même chose sans doute au niveau des groupes Kiro. Et l'idée dans le projet de la SHF, c'est que notamment il puisse y avoir des formations qui sont dispensées aux médiateurs avec une espèce de légitimité ou d'accréditation de le bénévole n'a peut-être pas une autorisation de capture, même si on pourrait arriver jusque-là, mais en tout cas son action est validée non pas par lui-même ou pas que par sa structure, mais par un réseau national qui fait de la médiation. Et en fait, tout cet aspect charte de bonne pratique vient un peu contrecarrer les bénévoles ou les gens, les connaisseurs de la nature, les voisins qui aiment bien la nature, qui font des actions en effet qui sont totalement incohérentes et dont on parle parfois dans la presse. Nous, on a eu des cas de gens qui manipulent des serpents très mal et dont on parle encore aujourd'hui, mais qui ont fait ça à leur titre personnel, n'étaient pas dans le cadre d'une action. Aujourd'hui, nous, on est des médiateurs associés à des structures, associés à des réseaux, et il faut faire valoir cette affiliation à des structures, à des réseaux, et du coup, légitimer cette manipulation quand elle doit, ou quand elle peut se faire, sous couvert de cette charte de bonne pratique. Bon, la dernière intervention, parce que prends pas du retard. Bonjour, je m'appelle Thaïs, je travaille à la LPO Héros en tant que médiatrice. Moi j'ai une question concernant plus la logistique, parce que pour tous les cas de chauves-souris, de fouines aussi, en fait il faut se rendre sur place, il faut faire de l'affût comme vous l'avez dit, regarder où est l'animal, etc. En ce qui me concerne, et c'est sûrement le cas d'autres personnes, moi je suis assise à un bureau, derrière un téléphone, je voulais savoir si vos interventions c'était toujours dans le cadre de votre travail, de votre association, si les frais, si le temps passé, ça reste dans ce cadre-là, ou si vraiment pour arriver à résoudre le problème, vous prenez de votre temps en tant que bénévole. Est-ce que c'est possible de faire ça quand on est en 35 heures, derrière un bureau, etc. Alors je vais être très franc, quand j'étais salarié au sein de la FRAPNA, au sein du Conseil Général, j'intervenais donc pendant mon temps de travail. Ça m'arrive aussi, si c'est nécessaire, d'intervenir en dehors du temps de travail. Mais là, je n'ai jamais demandé au Conseil Général ou à la FRAPNA de me payer des heures sup. Ceci dit, aujourd'hui, comme je travaille plus, je suis à la retraite, et c'est pour ma pomme, c'est-à-dire les frais de déplacement, les interventions, je le fais par plaisir, par militantisme, et les frais de transport, ben, c'est moi qui les subis et qui les finance, et puis le matériel nécessaire, c'est moi qui le paye. En fait, j'ai l'impression que les meilleurs cas de médiation, presque, de ce que j'entends, c'est les gens qui font ça bénévolement, qui sont sur place. Enfin, c'est un autre débat, mais ça questionne beaucoup, en fait.
bah, c'est évident, et on a une députée qui va nous créer un groupe interparti sur la biodiversité, qui va dire, bon, ben maintenant il faut s'occuper sérieusement de la biodiversité, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait en France pour les médias? Parce que vous allez dans des... Moi je voyage beaucoup dans le monde entier, dans tous les autres pays, enfin dans beaucoup de pays, c'est l'administration qui fait ça. Vous allez en Suisse, c'est les gardes-faunes qui interviennent. Vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, c'est le Fish and Wildlife Service qui intervient quand vous avez un problème. Merci à tous. On fait une petite pause là tout de suite. Merci.